Bienvenue dans cette vidéo où on va découvrir ensemble les opérations arithmétiques en code. Ce tuto est la 4e vidéo d'une playlist où on apprend les bases de la programmation sur 4 langages en simultané. Le C++, le C#, le Java et le Python. On part du concret avec du code afin de montrer les grands concepts de programmation et à quel point ils sont communs quel que soit le langage. Pour écrire nos programmes, j'utilise un environnement de développement en ligne qui s'appelle Compiler Explorer. Cela vous permet après la vidéo de coder à votre tour facilement sur PC ou mobile dans votre navigateur web. Si vous n'avez jamais exécuté ou débugué un programme, je vous mets un lien épinglé où j'explique comment vous servir de Compiler Explorer. De manière schématique, le rôle d'un programme en informatique est de prendre des données en entrée, de faire des opérations sur ces données et d'envoyer un résultat à l'utilisateur. Dans le tuto précédent, on a vu que ces données sont gérées de manière informatique sous forme de variables. On y a décrit l'utilisation des variables comme ferait un alchimiste qui sélectionne d'abord le contenant pour ces données, que ce soit une fiole, une boîte, en fonction de son type. Ce type, en fonction de la donnée qu'on veut mettre, va avoir différentes tailles. Une fois qu'on a défini le type de la variable, on va placer un nom dessus, comme un alchimiste placerait une étiquette sur le flacon d'une fiole pour la reconnaître. Comme l'alchimiste, on va vouloir aujourd'hui, avec nos ingrédients de base, donc nos données de base, les retravailler, les mélanger, les soustraire, les diviser, les comparer afin d'avoir de nouveaux types de données en sortie. On va découvrir plein de petites subtilités sur ces opérations liées au type de variable que l'on utilise et je vais vous en donner quelques aperçus de ce que l'on va apprendre aujourd'hui. En comprenant ces subtilités, vous sortirez de cette vidéo en ayant mieux compris les variables, les types, mais également les différentes opérations qui existent en programmation. On va découvrir dans cette vidéo les opérateurs arithmétiques qui correspondent à l'addition, la soustraction, la division et la multiplication. Partons donc sur un exemple des cas d'utilisation de ces opérations de base sur les entiers et les décimaux. En termes de nommage, les calculs formés par ces opérations sont appelés des expressions. Toute valeur dans ces opérations qui n'est pas une variable, donc qui est une donnée écrite en brut, est appelée un littéral. Utiliser des nommages aussi précis dans le monde professionnel permet de bien délimiter les parties incriminées dont on veut parler. Rentrons dans le vif du sujet sur les différentes opérations arithmétiques. Le premier point intéressant à noter est que les opérations aussi bien arithmétiques que de comparaison ont beaucoup de similarités dans leur utilisation entre ces différents langages. On pourra se concentrer sur les quelques petites différences petit à petit au cours de la vidéo. Deuxièmement, il est intéressant de se rendre compte que les opérations entre des types similaires, qu'ils soient littéraux ou variables, va correspondre à des calculs classiques de mathématiques. L'ordre des opérations est respecté, avec la multiplication et la division qui sont prioritaires sur l'addition et la soustraction, et l'utilisation des parenthèses permet, comme en mathématiques, de regrouper et de donner une priorité sur le reste des opérations. Parlons maintenant des fonctionnalités ou spécificités supplémentaires que les langages de programmation ont ajoutées sur ces opérations mathématiques. Tout d'abord, au cours du programme, les données peuvent être changées à plusieurs reprises dans différents statements, donc à différents moments du programme. Afin d'éviter une syntaxe assez lourde qui répéterait constamment le nom de la variable qui va être associée par une opération à un nouveau littéral, ces 4 langages facilitent l'écriture en associant à la fois l'assignation, donc le égal, avec l'opération, indiquant qu'on va changer la variable en ajoutant, en soustrayant, en multipliant ou en divisant celle-ci avec le nouveau littéral. Cela va permettre de simplifier l'expression en évitant de répéter le nom de la variable que l'on veut changer par cette nouvelle opération. De même, on va très souvent se retrouver en programmation avec ce qu'on appelle des indices, donc des numéros de variables pour pouvoir aller les retrouver à un endroit particulier dans notre programme. En reprenant l'exemple de l'alchimiste, on va se retrouver souvent à dire « je veux accéder à la 3e fiole en partant de gauche dans l'étagère ». Python ne propose pas d'autre système que ce mélange donc assignation-opération pour faire un plus égale 1 ou un moins égale 1 donc pour revenir au numéro précédent. Les 3 autres langages proposent une opération spécialement dédiée au fait d'ajouter ou de retirer un élément sur une valeur d'entier ou de float. Cette notation est écrite avec un plus ou un moins
devant ou derrière la variable. On appelle cela un opérateur d'incrémentation ou de décrémentation. À noter que la position de l'opération n'est pas anodine. Quand elle est placée derrière la variable, on va d'abord lire son contenu avant de le modifier. Quand elle est placée devant la variable, on va d'abord modifier la variable avant de lire son contenu. Lorsque la valeur d'index est modifiée avec un plus après le nom de la variable, elle est d'abord lue à l'affichage, c'est pourquoi on voit l'index qui apparaît comme étant 0. Pourtant, quand j'essaye de le relire juste après sans le modifier, la valeur de l'index est bien passée à 1. En tout cas, lorsque j'essaye de modifier la variable avec l'opérateur plus avant la déclaration de son nom, on voit bien que la valeur a été modifiée avant l'affichage. Rentrons à présent dans les cas particuliers des opérations sur des types arithmétiques en programmation. Premièrement, il va y avoir des règles spécifiques lorsque l'on fait des opérations entre des types différents. La première règle est la priorité des nombres décimaux sur les nombres entiers. Par défaut, une expression contenant un décimal va avoir pour résultat une donnée décimale. Si par contre une opération se passe entre deux types entiers, l'opération aura pour résultat un type entier. 5 divisé par 2 vaut donc 2 et pas 2,5. Il est possible de le spécifier explicitement, c'est ce qu'on appelle caster un type. À noter que Python étant un langage typé dynamiquement, c'est-à-dire qu'il calcule le type à l'exécution, il y a un symbole pour pouvoir assurer que notre division va être entière. La division s'écrit avec un double slash au lieu d'un seul slash dans les autres langages. Afin de s'assurer du type d'une expression ou d'une partie d'une expression, il est possible de caster des données dans un certain type, c'est-à-dire de transformer ces données dans le type souhaité. Il suffit d'entourer de parenthèses les données ou l'expression que l'on souhaite transformer, et devant écrire le type lui-même entre parenthèses. Si je veux assurer que la valeur 5 est considérée comme un float, je peux écrire float entre parenthèses 5. À noter que si la variable a un type en particulier, un cast va être fait implicitement lors de l'assignation, c'est-à-dire lorsque l'on va mettre le résultat de l'expression dans la variable. L'autre grand cas particulier qui va arriver sur les types arithmétiques va être le dépassement de la plage de données. Chaque donnée va être associée à un type qui représentera l'espace utilisé dans la mémoire. Dans la mesure où cet espace est défini et donc borné, les variables auront donc une plage de données allant d'un certain minimum à un certain maximum. Lors d'opérations entre différentes données, qui est supérieure à cette plage de données autorisée, on va avoir des comportements différents entre les entiers et les décimaux. Pour les décimaux qui autorisent des plages de données avec des très grandes valeurs, le dépassement va s'appeler un floating point overflow. La valeur vaudra alors plus l'infini ou moins l'infini, et on va perdre en précision, on perdra des informations sur jusqu'où est allée la valeur. Concernant les entiers, le déplacement de la plage de valeur autorisée est appelé un integer overflow. Le comportement est bien pire que pour les décimaux, puisqu'ici, la donnée va revenir de l'autre côté de la plage. Pour un entier positif, je vais par exemple repasser ma valeur à partir de 0. En termes d'usage professionnel, il faut faire très attention à ne pas mettre des données dans un type précis qui vont dépasser cette plage. Des histoires majeures sont liées à des problèmes d'overflow, comme le crash de la fusée Ariane 5 ou le bug de l'an 2000. À noter qu'en Python, ce type de problème ne peut pas arriver quand on est en typage dynamique, étant donné que la valeur du type est recalculée, agrandie au besoin. Après avoir vu les opérations sur les types arithmétiques entiers et les décimaux, nous allons maintenant découvrir leur utilisation sur des types booléens, les chaînes de caractères et caractères simples. Il n'existe qu'une seule opération arithmétique qui est utilisable sur les chaînes de caractères, et il s'agit de l'opération d'addition qui est appelée dans ce cas opération de concaténation. Lorsqu'on concatène deux chaînes de caractères, on va en fait les placer l'une à la suite de l'autre pour former un nouveau texte contenant les deux. Les choses se gâtent quand on passe au type caractère qui correspond à un seul élément d'une chaîne de caractères. Tout d'abord en Python,
Même si les simples guillemets représentant le concept de caractère existent, en réalité, il n'existe pas de type caractère en soi. Tout est une string, donc une chaîne de caractères. Il n'existe donc que l'opération de concaténation entre deux caractères. Donc si j'ajoute A et B l'un à la suite de l'autre, je vais avoir une nouvelle chaîne de caractères AB. Pour les autres langages, des opérations sur ce type demandent de comprendre la plage de données dans laquelle un caractère existe. Dans la mémoire, les chaînes de caractères et les caractères en eux-mêmes sont en réalité des formats numériques. Un caractère, c'est donc en fait un chiffre allant de 0 à 255 et pour lequel un caractère y a été associé dans l'affichage. Ces associations sont regroupées dans ce qui s'appelle le tableau ASCII des caractères. Vous vous êtes peut-être déjà rendu compte de ce concept lorsque vous vouliez écrire certains caractères spéciaux en passant par l'appui de la touche Alt et sur le pad numérique du numéro qui correspond au caractère souhaité. Maintenant qu'on a compris que derrière ces caractères il se trouve en fait des nombres, on a donc toutes les opérations qui fonctionnent sur les caractères, que ce soit l'addition, la soustraction, la division et la multiplication, tant que le chiffre reste entre 0 et 255. Par exemple, la somme de deux chiffres sous forme de caractères va donner un caractère de type lettre minuscule. En termes professionnels, il faut donc faire attention à éviter les opérations arithmétiques sur les types de caractères simples, car ces opérations sont peu intuitives. Java et C# protègent d'ailleurs les utilisateurs en demandant le cast des valeurs caractères en entier avant de faire des opérations dessus, et à nouveau de le caster en arrière vers le caractère une fois que l'opération est terminée. Enfin, pour le type booléen, en fonction des langages, les opérations autorisées vont être différentes. Conceptuellement, un booléen vaut vrai ou faux. Il n'y a donc pas de logique à avoir d'opérations arithmétiques sur le type en lui-même. C'est donc les choix qu'ont fait le langage C# et Java dans lequel le type booléen n'a pas d'opération possible dessus. En C++ et Python, le booléen est par contre représenté par un entier, donc c'est-à-dire une valeur positive dont le 0 vaut false et toutes les autres valeurs valent vrai. On le voit quand on crée différentes valeurs booléennes en Python avec la syntaxe bool entre parenthèses un chiffre qui va nous rendre du coup une valeur de booléen derrière, soit vrai, soit faux. Booléen de la valeur 42 vaut vrai. Dans des codes assez anciens en C++, on a tendance à passer de la valeur 0 au 1 au booléen assez facilement. Aujourd'hui, c'est vraiment déconseillé de représenter des booléens par des entiers ou d'utiliser des opérations dessus. Donc, toutes ces opérations sont à éviter. Avant de terminer cette vidéo, je reviens rapidement sur le typage dynamique en Python. Nous avons vu au cours de différents exemples que Python facilite la gestion des types dans des expressions en sélectionnant dynamiquement, donc à l'exécution, le type le plus approprié. Ce gain en simplicité existant en Python est assez risqué puisque, par défaut, le type indiqué par l'utilisateur n'est pas forcément respecté par le langage et on peut donc, par exemple, mettre dans une variable division entière une chaîne de caractères. En termes d'usage professionnel, de nombreux outils existent pour limiter ces fonctionnalités de typage automatique afin de s'assurer des vérifications du type correspondantes à celles décidées par l'utilisateur. Il existe des librairies qui permettent aussi bien d'assurer à l'exécution que le type est vérifié et autorisé, avec notamment le TypeGuard, et également des librairies qui permettent de vérifier statiquement, c'est-à-dire avant l'exécution, que les types décidés par l'utilisateur sont bien respectés dans le programme. Tout est question de contrat et de compréhension pour l'utilisateur. Comme pour l'alchimiste, j'ai envie de savoir quand j'ai fait une fiole qu'on va contenir un type de liquide et pas que je vais me retrouver avec des matériaux solides comme des herbes ou des feuilles. J'espère que la vidéo sur les opérations vous a plu. On a pu voir aujourd'hui les opérations arithmétiques de base sur ces différents langages et on a pu voir que ce qui peut paraître assez simple de base contient en fait beaucoup de cas particuliers qui sont soit dépendants du genre de type sur lequel il y a des opérations, soit de particularités dans la gestion de la mémoire pour ces types. À vous maintenant de passer à la pratique. Vous avez accès aux liens en fonction du langage sur lequel vous souhaitez travailler dans la description de la vidéo. Plusieurs pistes pour tester un petit peu tous ces concepts d'opération.
La première, c'est de tester les limites ou les petits cas particuliers dont je vous ai parlé. Comprendre un peu mieux la table ASCII en jouant avec les opérations sur les caractères. Tester les dépassements de plage avec des overflows de floating point ou des overflows d'integer. Ou même voir les différences dans la gestion de la concaténation entre ces différents langages. Le deuxième exercice intéressant pourrait être de créer votre propre programme qui prend en entrée une température en degrés Celsius et qui calcule en sortie une température en degrés Fahrenheit, ou un programme qui prend en entrée un prix et un pourcentage en solde et qui calcule derrière le prix réel à l'achat. Si vous avez la moindre question, je vous répondrai avec plaisir dans les commentaires de la vidéo. Dans la prochaine vidéo, on découvrira les opérations conditionnelles qui nous permettent de comparer des variables et nous découvrirons les statements conditionnels que sont le if, then, else et également le switch. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez envie de progresser en programmation et à la prochaine!